It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello And welcome to Murders and Wine in Aubrière. Hey, we got it. Welcome back. Mais bienvenue à nouveau. On est des meurtres et du vin, podcast true crime humoristique dans un superbe domaine, chez les Aubrières qui nous ont gentiment invités. Et donc, deuxième épisode. Deuxième épisode avec Sarah. Avec donc, Sarah Lombardi. cofondatrice. L'Aubrière 1. Le 2, il est avec les enfants. Voilà, c'est ça. C'est déconstruit. Voilà, exactement. Et du coup... Bonjour, bonsoir, bonne Voilà. nuit. D'accord. Ça dépend quand est-ce Ça que t'écoutes, dépend, tu vois. oui. Voilà. Raconte-nous un peu votre parcours. Eh ben, on a eu une vie avant d'être vigneron. Il s'agit d'une reconversion en 2016. Avant, moi, j'étais RH dans des grands groupes à Paris. Je suis parisienne d'origine et de parents italiens. Et Charles a travaillé pour des ONG en Amérique latine pendant 4 ans. Et les franco-écossais. Et voilà, et on s'est retrouvés dans les vignes à Béziers. Voilà. C'est un sacré parcours quand même. Oui, c'est un grand écart quand même. Surtout la parisienne. La Parisienne se trouve à Béziers. Non, mais je pense que tu demandes à n'importe qui m'a connue avant. Jamais il mettait une pièce dessus. Ah non, jamais. Ok. Ah ouais. Non, parce que j'étais vraiment le pur produit Biocop, tu vois. La vraie Parisienne bobo. Ouais, tu sais, granola, tout ça, tu vois. Ouais. Fais ton granola maison, tu vois. J'adore le granola Non, mais maison. moi aussi. C'est trop Mais bon. dans le cliché de Ouais, hipster, quoi, on va dire, cadre, bobo, voilà. Donc, Je vois tout à fait. ouais, mais je buvais du vin, mais sans rien y connaître. Et voilà, c'est un peu la rencontre. Mais je pense, en fait, on est beaucoup. Enfin, moi, j'ai 37 ans, mais je veux dire, dans cette tranche d'âge 30-40 et un peu plus, enfin, où à un moment donné, on a fait des études parce que nos parents nous ont dit qu'il faut faire des études parce que eux étaient moins diplômés. Ils avaient du diplôme, à peu près, je thématise, mais ça. Et arrivé à un moment donné dans ta vie. C'est bon, t'as coché toutes les cases et tu te dis, donc ça va être ma vie. Qu'est-ce que je veux faire, quoi. Ah, voilà. Ouais. Et t'es là, non. Et après, t'as des épisodes comme ça dans ta vie qui te font des petits rappels de dire, t'es pas très heureuse. Et puis un jour, il y a quelqu'un que j'ai rencontré à une soirée qui m'a dit, moi, je vais faire du vin dans le sud. Je fais, waouh, génial. C'est trop bien. Voilà, mais vraiment dans le cliché de la vie rêvée, de la petite paysanne avec son petit truc d'osier. La Mais Provence. Vraiment, Ah ouais. oui. Non, mais je connaissais même pas où c'était Béziers. Sincèrement. En même temps, c'était une chance à cette époque-là. Maintenant. Oui. Parce que Béziers, c'est pas pareil on n'est pas à Béziers, il faut dire. On est dans un petit village. Un petit village à côté. Je suis plus proche de Pézenas, mais mais tous ces noms de bled, tu vois. Voilà quoi. Donc, mais même déjà Montpellier, chaud. Wow. Moi, tu vois, la province quoi. Tu sais, je sais comment vous nous. C'est la province. Je sais comment vous nous voyez. Voilà. Et donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Puis finalement, ça s'est bien fait. Maintenant, avec le recul, si j'avais su tout ce que c'est l'investissement au-delà du financier, des ressources, de l'énergie et tout ce qu'il faut. Voilà, c'est bien de ne pas le savoir au début. Ah ouais? Oui. Ouais. Comme avec les enfants. Exactement. J'allais le dire, tu vois, c'est un peu ça. Vaut mieux pas savoir. Après, c'est une belle aventure. Et puis, c'est des belles. Oui. Vous avez tellement de beaux produits. Ouais, non, mais après, c'est des belles rencontres, tu vois. Ouais. Mais Aussi. Mais oui, mais c'est juste que parfois, tu regardes ta vie un peu. Je regarde pas trop dans le rétroviseur, mais quand tu le fais, tu te dis waouh. Il y a 10 ans, 20 ans en arrière, 10 ans en arrière, tu te dis, tu vas faire ça. C'est là, waouh. Ouais. Quand tu le regardes comme ça, la montagne, elle est grande, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que tu fasses des petits paliers, quoi. Oui, voilà. Donc, mais c'est cool. Ah, Bon. c'est trop bien. Trop Et contente. du coup, là, on déguste une deuxième vin. Ouais. Après, ce qui est cool, ça porte bien. C'est ce qu'on appelle des brutes de cuve. C'est-à-dire, c'est encore en cuve. On appelle ça un brut de cuve. Brut de cuve. Ouais. C'est pas si tu as déjà goûté des vins qui sont encore en cuve. Donc, c'est un 2025. Pas C'est sûr. ça qu'il faut dire. C'est tiré de la cuve. Et donc, c'est le Vionnier, donc 2025, 100% Vionnier, qui se trouve sur une parcelle à Montagnac, donc au nord de Pézenas, début de l'appellation du Picpoul. Oh mon Dieu, c'est particulier. Sur un terroir à blanc, parce que c'est 100%, quasiment beaucoup de calcaire. On dirait un bonbon. Et, Oui. Il est encore en train de fermenter. bizarre. Ouais, il a pas terminé, il a même pas fait ce qu'on appelle la fermentation malolactique. Donc on est vraiment, tu vois quelque chose qui est en process, quoi. Ouais.
Mais je trouve ça toujours intéressant, moi, quand j'ai des clients qui viennent à la cave, c'est parce que c'est une expérience un peu unique de découvrir. Là, l'alcool s'est transformé. Donc, dans une fermentation, il y en a deux. Il y a l'alcoolique, donc les levures qui mangent le sucre et qui transforment en alcool. Et après, il y a la deuxième, la malolactique, qui fait baisser le taux d'acidité. Okay. Il y a d'autres. On n'est pas obligé de faire le malolactique. Non, pas voilà. Souvent, on le fait pas, mais c'est sur les blancs surtout. Surtout parce que ça baisse l'acidité. Dans le sud de la France, quand on manque d'acidité, on a tendance à le bloquer. Mais pour ça, il faut mettre beaucoup de sulfite, par exemple, pour les bloquer. Mais nous, comme on est en vinification naturelle, on laisse le vin aller jusqu'au bout de sa... Et là, il est bloqué, voilà. Donc là, on attend qu'il se réchauffe un peu, donc peut-être au mois de mars... Donc la différence entre ça et le produit fini, elle va être comment? Ça va être peut-être moins acide. Là, il y a peut-être un... Ah, je trouve pas que ce soit acide. Ça va être encore plus rond. Ok, il va être bon. Ouais. Le malolactique, c'est ce que ça fait, la rondeur dans le chardonnay, c'est le côté beurré. On le ressent beaucoup dans le chardonnay. Oui, voilà. Mais il est trop bon. Mais ce qui est compliqué dans le Viognier, par exemple, nous, c'est un autre cépage qui est aussi très clivant. Quand tu dis Viognier, il y a des gens qui vont adorer parce qu'ils vont s'attendre à beaucoup de fruits. C'est un peu comme les sauvignons, c'est sur le muscat, c'est un très bon exemple aussi. C'est très, très parfumé, tu t'attends à plein de trucs. Et donc, t'en as qui cherchent ça, et t'en as d'autres, moi, je suis plutôt de la deuxième catégorie, et donc c'est un cépage qu'avec Charles, on essaye de travailler pour qu'il soit rond, doux, agréable, mais pas qu'on ait... pas qu'il soit, et là, je vais t'apprendre un mot, putassier. Oh, j'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un seul mot ou il y a... C'est un seul mot qui vient de putassier. Non, de pute, tout simplement. D'accord. Je sais pas si on peut dire le P. Acier ou acier? Putassier. En un mot, Comme pâtissier. Putassier. Donc quelqu'un qui fabrique des comment on dit ça? Non, mais c'est un peu un terme sexiste, je devrais pas le dire, parce que putassier dans le sens... C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que les mots du vin sont souvent aussi une connotation putassier, pour dire un vin exubérant. Putassier. Ah, waouh, sympa. Je te laisse apprécier. Je pense qu'il faudrait... on appelle... Mag, elle est dessus. Elle va t'inventer un nouveau mot, t'inquiète. Voilà, donc là, on va mettre paye ton pinard dessus. Changeons le vocabulaire du vin. Mais je me suis rendu compte, il n'y a pas ça, parce que j'utilisais beaucoup. Et quelqu'un m'a fait remarquer, mais comme pute, et j'ai fait, Et là, mais qu'est-ce qu'elle a d'exubérant là? Et j'étais waouh, on va déconstruire ça. Et là, je suis là, mais oui, c'est vrai. Et je l'utilise. Il faut déconstruire. De toute façon, ça, c'est des vieux trucs et il faut changer. Voilà, pour éviter le côté exubérant. Oui, c'est mieux. C'est mieux déjà. Hein? D'accord. Alors, par contre, à ce sujet, quand on ne connaît pas, moi, j'ai appris le français en parlant avec des gens comme ça. Et pendant longtemps, j'utilisais un mot que moi, dans la manière dont je l'entendais, ça veut dire je suis bête. Ah mince, j'ai fait une bêtise. Et c'est je suis une pine. Et je l'utilisais au travail, partout. C'est vrai. Et mon ex, à un moment, il me dit, mais j'utilise beaucoup ce mot. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, je suis bête, j'ai fait une bêtise. Non, Sarah, du tout. Du coup, la décomposition, quand je me rends compte que devant mon patron, je suis une bite, pardon. Je suis une pine. Donc ça existe en masculin aussi. C'est vrai. On peut tous être les femmes sont exubérantes et les mecs sont des pines. Voilà. Ouais. Pour le masculin féminin, je sais pas. Pinassier. Ouais, pinassier, ouais. Ah, pinassier. C'est pas mal. En plus, ça c'est rond et tout, ça roule bien sur la langue. Ça découle. J'aime beaucoup. Sachant qu'une pine, c'est plus exubérant. Ça dépend laquelle. Waouh, il y a eu une connexion. Ouais, c'était beau ça. Maman, si tu nous écoutes, c'est pas moi. Ça se goupille. Je suis la jumelle maléfique de Charlotte. Maman, comment ça va? Salut Marie. Coucou. D'ailleurs, on n'est pas très loin de chez elle. Enfin, on est moins loin que Montpellier. Voilà, c'est bien, Charlotte. Parce qu'elle est dans oui. Et le 11. Ouais. 1-1, motherfuckers. Et du coup, c'est Charlotte qui raconte... C'est mon histoire. C'est très bon. Donc en fait, l'histoire dont je vais parler, elle est sur ma liste depuis longtemps. Okay. Mais comme elle est connue, j'hésitais, je voulais pas y aller. Mais je sais pas pourquoi. Là, elle m'a appelée. Donc, en fait, c'est une histoire, c'est une affaire qui a été étudiée et qui doit encore même l'être dans les cours de psychologie et de criminologie, en fait, comme étant l'affaire qui a lancé l'idée de l'effet du témoin, donc le bystander effect. Tu l'as? Trop bien, ouais. Ou l'effet Kitty Genovese. Genovese. C'est italien en plus. Si, Kitty Genovese, Genovese. je crois. New York. Moi, Donc, elle fait...
Elle fait partie des 636 personnes tuées à New York en 1964. Toutes ont été oubliées, sauf Kitty. Donc, Catherine Kitty Genovese est la fille de Rachel et Vincent Genovese. Elle est l'aînée de 5 enfants et est née à Brooklyn, New York. En 1954, alors que sa mère est témoin d'un meurtre à New York, la famille dit « ça suffit, on déménage » et ils déménagent à New Canaan. Kitty a alors 19 ans et en fait, elle aime la city life. Donc, elle décide, elle, de rentrer à New York. Toute la famille part à New Canaan, qui est un peu une banlieue autour. Donc, après avoir obtenu son bac, Kitty travaille dans un bar. Enfin, elle a fait un petit boulot avant, mais je ne l'ai plus, là. Après, elle travaille dans un bar et elle devient rapidement manager. Elle est tellement bonne dans son boulot qu'on lui confie les rênes du bar. Et en fait, elle avait comme plan de mettre assez d'argent de côté. Donc là, j'ai 2 versions, soit pour ouvrir un bar, soit un restaurant italien, mais en tout cas, c'était une entrepreneuse, quoi. OK. Les gens qui l'ont côtoyée la décrivent comme une personne magnétique. Donc ça, c'est mon conseil pour tous. Ne soyez pas magnétique, ne soyez pas intéressant. Pas du tout. Don't shine. Passez inaperçu, vous aurez moins de risques de vous faire tuer. C'est pas vrai en plus. Il y a des femmes de 80 ans qui se font violer. Enfin, tu vois, ils sont pas là en train de magnétiser. Tout le monde voulait évoluer autour d'elle, faire partie de sa clique. Elle était pas seulement avec les cool kids, elle était vraiment genre the cool kid. Elle était gentille, souriante, bref, tout le monde l'appréciait. Dans la nuit du 13 au 14 mars 1964, Kitty a 28 ans. Elle finit son shift au Eve's 11th Hour. Alors ça, c'est un cauchemar pour les Français. Ouais, c'est clair. Eve's 11th Hour. Voilà, dans le Queens, vers 2h du matin, et rentre chez elle avec sa Fiat rouge. À ce moment-là, Kitty habite dans le quartier de Kew Gardens, dans le Queens également. Son appartement, en fait, se situe dans un quartier assez tranquille, assez résidentiel. Donc, tu as un petit parking, tu as des blocs d'immeubles un peu partout. Et là où elle habite, en fait, c'est un bloc avec des magasins au rez-de-chaussée et les appartements qui sont au-dessus. Donc, en fait, pour accéder à ton appartement, tu dois faire le tour. Genre, par exemple, le 17, il est là, et ben, toi, tu dois aller derrière. Okay. C'est important pour plus tard. Ah, d'ailleurs, dans mon sac, j'ai un plan. Mais c'est pas grave, je vous montrerai sur mon téléphone. Donc, en fait, voilà, c'est fait comme ça. Tu as une porte d'entrée qui se trouve à l'arrière de l'immeuble, tu as un long couloir et un escalier au bout qui mène aux appartements. Kitty habitait au 2e étage. Donc, elle se gare à peu près à 30 mètres de chez elle, sur ce petit parking où elle avait l'habitude de se garer. Elle ferme sa voiture à clé et là, elle aperçoit du coin de l'œil un homme dont elle sent qu'il représente un danger. Cet homme, en fait, la suit depuis le bar. Ça, elle ne le savait pas. Donc, Kitty marche. Puis, elle sent que le mec, il est en train de marcher pareil derrière. Donc, elle commence à courir vers... En fait, au bout de la rue, tu avais un bar. Et en fait, normalement, il était ouvert jusqu'à 4h du matin. Et il était à l'opposé de l'entrée de son appartement. Mais elle savait que là, elle pouvait rentrer, il allait y avoir du monde. Ouais. Sauf que malheureusement, ce soir-là, il avait dû fermer plus tôt à cause d'une bagarre. Mais ça, elle ne le savait pas parce que de toute façon, elle n'atteindra jamais le bar. C'est vraiment fatalité, quoi. C'est destinée. L'homme finit par la rattraper. Ouais. Kitty se met à crier, appelle au secours, mais l'homme lui assène 2 coups de couteau de chasse dans le dos. Kitty s'écroule et se retrouve à 4 pattes. Elle hurle « Mon Dieu, il m'a poignardé, achevez-moi... aidez-moi, pardon. » Oui. Oups. Un lapsus. Excusez-moi. Et parce qu'en fait, il y avait achevé juste dessous. L'homme se tient au-dessus d'elle, prêt à l'achever. Voilà. Mais à ce moment-là, un voisin, Robert Moser, passe la tête dehors et crie « Laissez cette femme tranquille ». L'attaquant s'arrête et s'enfuit. Mais elle a déjà été poignardée 2 fois. Je vais chercher mon plan. Parce que je suis venue préparer, donc j'ai un petit plan. Donc en gros, là, Kitty se gare ici, son attaquant se gare ici. À côté d'elle, quasiment. Mais sur la rue, elle est dans le parking. Voilà. Donc là, elle commence à marcher donc tout droit. Et en fait, elle veut aller jusqu'à ce bar. Et ici, il y avait aussi une boîte en fait pour appeler la police. Ah, ok. Donc en fait, de là, on pouvait appeler la police, la station de gendarmerie qui était dans ce quartier ou quoi. Mais là, elle n'a pas pu l'atteindre parce qu'elle s'est fait attaquer ici. Donc là, c'est là où il lui assène les 2 coups de couteau devant une librairie, apparemment. Donc là, en face de la première attaque, je mettrai ce plan sur les réseaux, il y a des immeubles. Et en fait, c'est de là que le Robert Moser a dit laissez cette femme tranquille. Et l'attaquant s'enfuit et retourne dans sa voiture. Okay. Donc, Kitty essaie de se relever, tant bien que mal, et titube pour aller vers son appartement. Du coup, le Robert, là, il va pas descendre, voir si elle va bien, quoi. Il sait pas qu'elle a été poignardée 2 fois. Non, pardon. Parce que tout le monde... Je sais pas, moi, l'histoire. Je suis pas comme toi, Sarah. Écoutez, non, parce qu'en fait...
Tout le Robert pensait que c'était une querelle d'amoureux. Ah, ok. Voilà. Et il n'a pas dû entendre « Il m'a poignardé !» Oui. C'était assez clair pourtant. Mais du coup, en plus, sur cette première attaque, il a touché le poumon. Donc j'imagine que ses cris étaient vachement étouffés. Ah, ok. Ah, ça, Donc, je savais pas. Et donc, du coup, hop, elle veut aller jusqu'à chez elle. Qui est l'entrée derrière. Voilà, qui est juste derrière. Donc, elle contourne l'immeuble. Son appartement est au bout de cette rue qui est à l'arrière. Mais sauf qu'elle n'arrivera jamais à l'entrée de son appartement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle devait se paniquer pour retourner dans son appart après avoir poignardé et pas s'avancer vers la boîte de téléphone de la police. C'est ça. Qui est au bout. Qui est plus près que son appart, je crois. Beaucoup plus près. Et puis en plus, elle a été poignardée, donc elle a besoin d'eux, quoi. Franchement, elle fait un sacré chemin. Elle fait un sacré chemin. Oui, mais tu sais, quand tu es en mode panique, le stress, tu es plus dans la logique. Ouais, c'est ça. Donc là, elle va s'arrêter ici, donc juste à côté du coffee shop, dans un appartement. Donc j'ai lu quelques articles de l'époque dessus. Apparemment, donc voilà, sa porte d'entrée était ici. Et là, en fait, c'est un autre appartement, c'était un autre immeuble, une porte d'entrée plus tôt, où il y avait un ami à elle, apparemment, qui habitait, qui s'appelait Carl Ross. Et du coup, l'attaquant est rentré dans sa voiture. Et là, il remarque, comme tu l'as dit, personne n'est descendu, en fait. Donc là, il attend 5 minutes. Et là, il se dit, bon, s'il y a personne qui est descendu, personne ne descendra. Ouais. Donc, il avait un espèce de bonnet. Il enlève son bonnet, il met un chapeau, soit pour brouiller les pistes, soit pour se cacher son visage, j'en sais rien, et ressort pour finir ce qu'il avait commencé. Il suit les traces de sang jusqu'à l'endroit où se cache Kitty, qui, elle, en fait, elle était donc dans ce couloir de cet immeuble. Ils étaient pareils, tu rentres, t'as un couloir, au bout, t'as un escalier. Et elle se sentait en sécurité dans cet immeuble, à en fait. l'intérieur, Elle se dit, maintenant, quelqu'un va venir embêter, quelqu'un a appelé la police. Oui. Donc là, elle est par terre, elle s'est effondrée dans le couloir. Et en fait, là, elle voit son agresseur pousser la porte. Quelle horreur. Et elle hurle à nouveau comme elle peut, mais comme son poumon était touché, je pense que ça devait être très faible. Là, l'agresseur a dit plus tard, quand il a été interrogé par la police, en fait, qu'apparemment, la porte qui est en haut des escaliers se serait ouverte. Il a vu quelqu'un sortir sa tête et se refermer. Et fermer le verrou. Et ce serait ce fameux Carl Ross. Mais je trouve ça bizarre. À mon avis, il n'a pas vu que c'était Kitty, que c'était son ami qui était là. C'est pas possible. Mais il a eu une réaction, je pense, de peur. Parce qu'il n'a pas appelé la police. Au lieu d'appeler la police, il a appelé une amie, Greta Schwartz, qui, elle, a appelé l'amie de Kitty qui habitait dans son immeuble, Sophia Farrar. Oh là là, que de temps perdu. Que de temps perdu. L'homme va alors frapper Kitty de 9 coups de couteau. Il dira dans son témoignage, après ça, elle n'a plus crié, elle n'a plus fait que gémir. Bah oui. Il va alors l'agresser sexuellement pendant qu'elle se vide de son sang et lui vole $49 qu'elle avait sur elle avant de s'enfuir, qu'elle avait fait dans sa soirée à son bar. Son meurtre aura duré en tout 35 minutes. C'est énorme. Énormissime. Sophia Farrar, du coup, qui a été réveillée par Greta, se précipite sur les lieux. Elle arrive à l'entrée de la deuxième attaque. Elle essaye de pousser la porte, sauf que le corps de Kitty se trouve juste derrière. Donc, elle est obligée de pousser vraiment. Sophia finit par rentrer. Elle va glisser sur la mare de sang de son amie qui se trouve par terre. Et on retrouvera d'ailleurs ses empreintes de mains sur le mur quand elle a essayé de se rattraper et quand elle était en train de tomber. Et là, elle va prendre Kitty dans ses bras et elle va appeler les secours, mais Kitty va mourir dans l'ambulance de ses blessures dues à sa première attaque qui avait touché le poumon. Donc ça a duré plus longtemps que 35 minutes, parce que le temps qu'elle meurt, oui. L'attaque a duré... que la copine la retrouve, elle est toujours vivante. L'attaque a duré 35 minutes. Oui, après, mais là, le temps que sa copine arrive, parce que ça devait être après. Oui, mais elle ça, n'arrête pas pendant. Ça, c'est l'attaque qui a duré 35 minutes. Après, elle est morte bien après, ouais. Sophia dira que quand elle a pris Kitty dans ses bras, en fait, Kitty essayait encore de se débattre avec le peu de force qui lui restait, mais quand elle a entendu la voix de Sophia, elle s'est calmée pour ces derniers instants. Donc là, Kitty, malheureusement, meurt. 6 jours plus tard, son assassin va être arrêté, mais complètement par hasard. Alors, qui était-il ? Winston Mosley était un père de famille de 29 ans qui était marié, qui travaillait en tant que technicien réparateur. Il n'avait aucun casier judiciaire et sa femme était infirmière, apparemment. Il disait qu'il aimait juste tuer pour le plaisir et qu'il préférait tuer des femmes parce qu'elles étaient plus faciles à tuer, plus faibles. Donc, en même temps, il l'a violée, donc... Je pense qu'il y a un truc, quand même. Et il préfère les femmes, voilà. Oui. Le soir du meurtre de Kitty, il s'est juste levé avec une envie incontrôlable pendant que sa femme était au travail et il est juste sorti pour trouver une victime. Waouh. Donc il l'a pas repéré avant.
En fait, il l'a apparemment, random, quoi, j'ai c'est- vu ou lu, je sais plus. Il l'aurait vu dans sa voiture, en Ok. train de rentrer, Ok. et je sais pas, lui, il était dans sa voiture, il l'a croisé, et puis il a fait Belle. mais vraiment complètement par hasard. L'horreur. Donc 6 jours après l'attaque de Kitty, Winston est en train de cambrioler une maison et il ressort avec un poste de télévision. Et les voisins bloquent Winston pour l'empêcher de s'enfuir. Et c'est là où tu te dis, là, ça a énormément réagi, là, le fait que le mec il vole une télé, les gens n'ont pas eu peur, je pense, et ils l'ont bloqué. Alors que t'as une femme qui hurle à la mort, les gens n'ont pas osé sortir. Et quand la police l'arrête, un des policiers fait le rapprochement entre sa Corvair blanche et celle que les témoins du meurtre de Kitty Genovese disaient avoir vue. Et en fait, il lui a fallu pas longtemps pour avouer être l'auteur du meurtre de Kitty. Et il ajouta qu'il était également responsable de l'assassinat et du viol de Annie Mae Johnson, qui était mère de 2 enfants. J'allais dire s'il y avait un... Ouais, il y avait un petit récidive. pattern. Ouais. Ainsi que de celui de Barbara Kralik, une adolescente âgée de 15 ans. Donc là, on a affaire Un serial killer. à un serial killer. Et en plus d'être tueur en série, il avouait jouir pleinement des victimes. Ce qui veut dire nécrophile. Le procès de Mosley se déroule en juin de la même année. Mosley va relater les crimes d'une manière froide et détaillée. Vraiment, aucun problème pour les raconter. Ouais, ils aiment bien en parler. Oui, en général, c'est soit ils préfèrent garder le secret parce que comme ça ils gardent cette espèce de pouvoir, soit ils veulent te dégoûter. Ouais, l'augury du meurtre. C'est clair. Le 15 juin 1964, Mosley est déclaré coupable de meurtre au premier degré et il est condamné à peine de mort. À la suite de cette annonce, apparemment, un tonnerre d'applaudissements et d'acclamations enthousiastes salua ces mots dans le tribunal. Et le juge, au moment du verdict, aurait dit qu'il n'était pas forcément pour la peine de mort, mais pour que des monstres pareils, il appuierait bien sur le bouton lui-même. Donc, Mosley est incarcéré à la prison de haute sécurité d'Attica de New York pendant 3 ans. Et Mosley attend que son affaire aille en appel. Donc, ses défenseurs fondent leur argument sur le fait que le juge n'avait pas pris en considération la possibilité d'une aliénation mentale et qui fait valoir en fait une schizophrénie qui empêche leurs clients de on est en distinguer 64, ils s'en foutent royalement. complet. Et alors ça Oui, vient c'est ce que j'allais dire. Ouais. 64, Et même moi, en hein. 2025, qu'apparemment ils distinguent c'est pas le bien du problématique, mal. mais ça enlève pas ce que t'as fait, quoi. Ah bah c'est clair. Non, ils distinguent pas le bien du mal. Il Ouais. sait pas. Donc il agit de manière irresponsable. Mais il va quand même avoir sa peine modifiée en condamnation à perpétuité avec peine de sûreté de 20 ans. Donc il y a eu quand même un petit changement dans sa condamnation. Mais c'est pas fini pour ce cher Winston. En 1968, alors que Mosley se trouvait dans une ambulance à la suite de l'insertion d'un objet métallique dans son rectum. Oh, Winston. I mean, it's give and take. Voilà, ça passe ou ça casse. I hope it casse. Oui, c'est mieux. Qui s'était lui-même infligé, il parvient à I did not see that ending coming. Moi, j'ai quand même envie de savoir l'objet. Je l'ai pas. moi- Écoute, on est en période de fête, on va te dire un petit arbre de Noël en métal. Dur à sortir, ça. lui-même En infligé, Oui, c'est un quoi. objet métallique. Ah, Métallique. Waouh. Je ne sais pas de quelle circonférence, de quelle forme, je n'ai pas ces détails-là. Donc il parvient à s'échapper et il s'empare d'une arme à feu après avoir assommé les gardiens quand même. Il trouve tout ça avec un arbre avec de le truc Noël dans les fesses, dans hein. le cul. c'est ce que j'allais dire avec le truc dans les fesses. Toujours. Waouh. Ouais. Non, mais on est sûr que le truc est dans ses fesses ou juste qu'il a des blessures suite à ses Non, on ne sait pas. TOB, Et là, ça lubies. remonte après. On ne sait pas. Ouais. C'est voilà. un secret, ça restera un secret pour Ouais. toujours. On a des questions pour toi. Ben, je sais. Pour une fois, on Nous veut le avons détail, des tu vois. questions. Donc, il trouve refuge dans un appartement dans les faubourgs de Buffalo où il prend en otage un couple, les Snodgrass. Il les violente, il les séquestre pendant 48 heures. Il va violer la femme devant le mari. Enfin, horrible. Ouais. Jusqu'à ce qu'il se fasse de nouveau capturer par un agent du FBI. Que d'aventure pour ce cher Winston. Winston Mosley meurt en prison le 28 mars 2016, à l'âge de 81 ans. 2016. Ah ouais, c'est récent, quoi. C'est super récent. En ayant passé plus de 50 ans en prison, et je crois que c'était le prisonnier qui avait passé le plus de temps en prison de New York. Ouais. Alors, pourquoi ce meurtre est devenu si célèbre et a traversé le temps ? En fait, ce meurtre est devenu systémique de ce genre de grande ville où les gens ont tendance à s'occuper de leurs affaires et ils n'ont pas trop envie de se mêler des affaires des autres. Chacun est dans sa bulle. Et en fait, dans les jours
qui suivent l'agression et le meurtre de Kitty, en fait, il y avait des articles de presse, en fait, avec une photo. Et souvent, quand vous tapez Kitty Genovese, en fait, sur Google, vous avez sa photo. Et en fait, c'est son mugshot. C'est sa photo d'arrestation parce qu'elle avait fait un pari à un bookmaker dans le bar, etc. Donc, Abe Rosenthal, qui est rédacteur en chef de la rubrique métropolitaine du New York Times, déjeune le même jour où Mosley est inculpé avec le commissaire de police de New York, Michael Murphy, qui lui parle du meurtre choquant et des observateurs passifs. Et il affirme que tous les témoins n'avaient rien fait, que personne n'avait appelé la police et qu'ils avaient complètement laissé une femme se faire tuer en pleine vue. Donc, le commissaire Murphy dit, comme ça, de manière assez normale, il y a environ 38 témoins qui auraient regardé le meurtre sans intervenir. Et en fait, comme je disais, la plupart des gens pensaient que l'homme frappait Kitty. So it's okay! Yeah, no, that's fine. Pas qu'il l'a poignardé, tu comprends? Ouais. Là, c'est tellement mieux. Je serais descendue, là, si il l'a poignardé. Mais là, la frappe, peut-être qu'elle a été chiante, je sais pas. Donc, Rosenthal confie l'article à Martin Gansberg, qui mène ses propres interrogations sur le terrain auprès de témoins. Gansberg obtient de la police une liste résumant les 38 témoins. Et donc, il publie dans le New York Times, et là, tu vois la première page qui dit 37 témoins ayant vu un meurtre n'ont pas appelé la police. C'est le journal du 27 mars 1964. Alors, et l'article commence « Pendant plus d'une demi-heure, 38 citoyens respectables et respectueux de la loi du Queens ont regardé un tueur traquer et poignarder une femme lors de 3 attaques distinctes. » Alors, hormis le fait que le nombre de témoins change de la première page à l'article et qu'il y a 2 attaques et non 3, c'était clairement fait pour être sensationnel et il y a eu énormément de ventes de ce journal-là. Donc, le stéréotype dommageable des citadins indifférents était lancé. Sophia Farrar, qui a eu Kitty dans ses bras, raconte à un journaliste comment elle était restée auprès de Kitty dans ses derniers instants. Le journaliste lui demande « Est-ce que vous le referiez ?» Ce à quoi Sophia répondit « Certainement, bien sûr ». Et le lendemain, la chronique disait que Sophia avait dit qu'elle ne s'impliquerait plus jamais. Ah ouais. Voilà, donc en fait, les médias n'ont pas changé, quoi. Voilà, et en fait, c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a encore cette manipulation. Pas des clics, c'était manipulation des médias, encore une fois, quoi. Mais c'est quand même une femme qui intervient pour une femme. Oui. Voilà. Si c'était un homme, il aurait été héros. Non, mais c'est vrai. Bah, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a le pote pas loin et que c'est la. C'est ça. C'est et c'est elle qui est descendue de chez elle, qui est allée là où ça devait être une vision d'horreur. Ouais, carrément. Et puis aussi qu'elle se mettait peut-être en danger si le gars était oui, c'est ça, encore dans les parages. Encore là. Oui, c'est vrai. Ouais, non, complet. La triste vérité, c'est que sans cette couverture, donc le meurtre de Kitty Genovese serait dissous en quelques jours dans la brume des crimes new-yorkais, en fait. Mais en fait, ce qu'on apprend plus tard, c'est que des gens avaient appelé la police. Michael Hoffman, qui avait 15 ans à l'époque et qui vivait au 2e étage du Mowbray, donc c'est cet immeuble qui est en face de la première attaque, donc voit une sorte d'agression, il voit l'homme s'enfuir, et son père a composé donc l'opératrice, et il attendait une mise en relation éventuelle avec un opérateur de police. Et Michael, le fils, pendant ce temps, continue d'observer la scène pendant que son père est au téléphone et il attend, en fait. Son père finit par être mis en relation, il donne les détails, l'adresse, toutes les informations de contact, et ensuite ils attendent que soit de voir une voiture de policier, quoi. Voilà, soit ambulance arrive, et aucun des deux n'arrive. Et le père finit par aller se coucher. Et lorsque la police interroge les résidents du Mowbray, Michael dit « Mon père a dit aux policiers que s'ils étaient venus quand ils les avaient appelés, Kitty serait probablement en vie. » Et pour ça, il a reçu un sale regard du détective qui était sur place, quoi. En entendant les appels de détresse de Kitty, Hattie Grund, résidence du Mowbray, encore cet immeuble, appelle la police qui lui répond « On a déjà reçu les appels avant de raccrocher. » Et en fait, Hattie disait « On n'était pas du tout apathique, en fait. On a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, quoi. » Gabe Pressman, journaliste pour NBC, raconte dans une interview comment il avait contacté Gansberg au sujet des 38 témoins et lui avait demandé pourquoi il avait écrit alors que ce n'était pas un fait solide de cette histoire. Pressman dit « Certaines personnes ont appelé la police, pourquoi ne l'avez-vous pas rapporté ?» Et Gansberg lui répond « Ça aurait gâché l'histoire. » C'est tellement d'actualité, quoi. Ben voilà. Donc, Kew Gardens, en fait, c'était un endroit tranquille. La vie se déroulait en toute confiance. Les gens laissaient leur porte d'entrée ouverte. On est en 64. Kitty elle-même laissait la porte de son appartement déverrouillée pour que son amie Sophia, justement, puisse répondre au téléphone. Et c'est ça qui m'a choquée au tout début. Genre, on est en 64, même si dans les grandes villes, on est apathique. C'est quand même une autre époque, tu vois. Mais bon. Et les résidents du Mowbray, apparemment, étaient des familles ouvrières, donc des personnes âgées et pour certains, des survivants de l'Holocauste.
Le fils de Sofia Farrar déclara plus tard, beaucoup de gens avaient des numéros tatoués sur le bras, alors ils ne voulaient pas s'en mêler. En fait, ils avaient une relation avec les forces de police armée particulières. Oui. Donc il y a Ça aussi s'entend. cette chose à prendre en compte. Il y a eu quand même des appels. La question, c'est Il y a eu pourquoi... des appels. Et pourquoi la police s'est pas déplacée? Ah ben ça c'est clairement. C'est ça la Mais question. Mais du coup, la faute est Tout à fait. revenue aux résidents. Oui, plutôt qu'à la police qui a pas Et c'est quand même la police qui a raconté au New York Times Ouais. que personne nous a appelé. Ouais. Donc, Personne nous a appelés, ils ont regardé une femme se faire tuer ils devant. ont déjà essayé à la fenêtre, comme ça. de manipuler les Oui. médias en premier, Ouais. parce que peut-être Ouais. que ça allait leur tomber dessus. C'est ça. Alors, quel est le phénomène qui porte le nom de cette célèbre victime? Donc, quel est l'effet témoin? Donc, l'effet du témoin, donc appelé effet spectateur ou effet Kitty Genovese, est un phénomène psychosocial des situations d'urgence dans lesquelles le comportement d'aide d'un sujet est inhibé par la présence d'autres personnes sur les lieux. La probabilité de secourir une personne en détresse est donc plus élevée lorsque l'intervenant se trouve seul que lorsqu'il est en présence d'une ou de plusieurs personnes. Donc ce phénomène contre-intuitif s'explique principalement par un processus de dilution de la responsabilité qui se met en place chez les personnes assistant à une situation qui nécessite une aide, processus associé à un mécanisme cérébral de neutralisation de la culpabilité. Donc c'est vrai que quand on parle de femmes, par exemple, qui sont agressées dans des trains bondés, Ça m'est déjà arrivé. bah ouais. Et moi, c'était une autre femme qui nous a aidés. Pas tous les mecs dans le wagon, C'est pas ça. un mot, alors qu'elle était blindée. C'est ça. Et en fait, c'est là où tu vois la différence. Donc, cette affaire a accéléré le besoin d'avoir un numéro d'urgence national commun qui est aujourd'hui le 911. Et est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi le 911 aux États-Unis? Je crois que c'est parce qu'ils sont juste à côté sur il y a un truc comme ça. Une en fait- mémorisation ou un truc comme ça. En fait, à l'époque, Angleterre avait un numéro d'urgence avant les États-Unis, mais sauf que c'était le 999 en Angleterre. Je crois que ça l'est toujours, d'ailleurs, je sais pas. Et en fait, sur les téléphones à cadran, le 9, il est quand même complètement de l'autre côté. Tu dois attendre que le cadran revienne. Donc, au niveau de la rapidité de l'appel d'urgence, on n'était pas... Donc, 911, c'était vraiment, tu fais le 9. Ils auraient pu faire 111 à ce moment-là. Ouais, mais je pense que c'était au moins... C'est ce que j'étais en train de me dire. Bah alors... J'y ai réfléchi à ça aussi. Je me suis c'est dit... très truc dans ta tête quand tu es en stress. Moi, je sais que mon père, c'est d'ailleurs en anglais, on ne dit pas 911, on ne dit pas 911, on dit 911. Parce qu'en fait, dans ta tête, quand tu es en stress, tu vas aller au téléphone et tu vas chercher le 11, alors qu'il n'existe pas. Et oui, c'est vrai, ouais. Donc, en situation de stress, ton cerveau ne fonctionne pas comme d'habitude. Et donc, peut-être que c'était un rappel de 9 et ensuite poursuivi du 1. Peut-être non, moi, je me suis dit, peut-être que c'est... Il y a moins d'accidents de faire un 9 et après de faire les deux 1. Tu vois, pour les enfants, moi, combien de fois je m'amusais sur le cadran? Oui, je ne suis pas jeune. Sur le cadran, tu vois. Parce qu'en fait, à l'époque, voilà, il y avait ces bornes de police qui étaient dans les rues. Donc, soit t'appelais la gendarmerie, enfin ton precinct local, soit t'avais la chance qu'un policier passe devant toi. Mais bon, sinon, t'avais pas trop de chance d'avoir des policiers qui venaient t'aider. Donc, il va y avoir des études, des livres, des spéculations et des théories basées sur le fait que 38 témoins ont vu une femme se faire tuer devant leurs yeux et n'ont rien fait. Et en fait, c'est pour moi, Kitty Genovese, c'est vraiment deux histoires en une. C'est le meurtre de Kitty et la manipulation des médias pour vendre plus de papier. Et en fait, oui, c'est ça. C'est est-ce qu'on parlerait encore de cette histoire aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Mais elle est tellement devenue, culte que même, tu vois, dans... les trucs qu'on adore, la SVU, ils en parlent, il fait l'effet Kitty Genovese, ils en parlent dans toutes les séries de policiers, ils en parlent dans les films, dans la télé, les séries, les films, etc. Et si cette affaire vous intéresse, il y a plein de petits documentaires dessus, il y a plein de podcasts, mais il y a aussi un documentaire qui s'appelle The Witness, et en fait, c'est l'histoire du frère de Kitty qui cherche à comprendre comment elle est morte et qui finit par découvrir comment elle a vécu, en fait, parce que cette sœur qui avait, comme toi avec tes frères, beaucoup d'écart d'âge, et en fait, il la connaissait, mais jusqu'à ce que lui, il ait 12 ans, il était très jeune quand elle est morte, ou 6-7 ans, je sais plus. Et en fait, à force de rechercher sa mort, il a vraiment découvert sa sœur, qui était sa sœur dans sa vie, parce que Kitty était homosexuelle aussi. Elle avait une colocataire, parce qu'à l'époque, on disait c'est ma colocataire. Donc, elle avait une partenaire de vie qui a été interrogée par la police directement, parce que, voilà. Et qui a été oubliée aussi, mais... Il y avait aussi tout ce truc de non-dit sur cette communauté-là à cette époque-là. Je pense que l'histoire fonctionne parce que elle a plusieurs couches et qu'elle révèle un peu... il y a plusieurs choses. Il y a
comme il y a l'homosexualité, ce qui était un truc, moi je l'ai appris tard, parce que cette histoire, elle date, tu l'as dit, donc quand tu es fan de True Crime, c'est le truc que tu tombes dessus facilement. Et je trouve que c'est assez intéressant, parce que du coup, il y a même eu l'hypothèse qu'il est tué parce qu'elle était lesbienne, donc tu vois, c'est un peu un meurtre un peu haineux. Bon, après, comment il le savait, parce que c'est un peu random, comme il l'a choisi, donc voilà. Mais après, tu vois, le traitement médiatique après, c'est aussi le côté un peu ça a été complètement oublié. Il y a le New York violent, années 60-70, le contexte un peu aussi de l'urbanisation, et donc le New York un peu mafieux, malfrat, voilà. Tu sors pas, un meurtre en plus. T'entendais des cris tout le temps à New York, donc qu'est-ce que tu distingues d'un cri de It's okay ou d'un cri de c'est ça, il y a quelqu'un qui se tue. Et après, il y a le féminicide en tant que tel. Il y a le fait que ce soit un homme qui tue une femme, des cris de femme. Donc on pense que c'est une violence conjugale et c'est ok. Et donc on va pas s'en mêler. Mais tu vois, il y a aussi le contexte. Mais par exemple, les gens, ils auraient vu deux mecs en train de se taper. Est-ce qu'ils seraient descendus pour deux mecs? Non. Je suis pas sûre non plus. Ouais. En tout cas, pour les témoins, je pense pas que c'est forcément. Oui, en effet, une histoire de couple, mais deux mecs non plus, tu vois. Après, donc, je pense pas que Après, je trouve que c'est un peu facile de dire il y a 38 personnes et... Non, parce que clairement, ce n'est pas factuel du tout. Pas du tout. C'est plutôt les... Et ce chiffre, il est tellement connu, mais en fait, il est pas du tout réel, parce que déjà, il y en a un qui commençait à faire, il y a tant d'appartements, c'est une hypothèse de tant de personnes dans tant d'appartements, du coup, en fait, il y en a 49, 52. Donc, c'est complètement faux. Et après, il y avait aussi beaucoup de... Il disait aussi qu'il y avait des témoins qui étaient aussi homosexuels, qui du coup ne voulaient pas aller à la police parce que c'était à l'époque où les bars gays se faisaient raider. C'était un crime. C'était un crime d'être homosexuel à l'époque. Donc, il y a beaucoup de suppositions là-dessus. C'est très symptomatique d'une époque et il y a beaucoup de couches dans cette histoire. Et cette histoire est super intéressante. Après, ceci dit, l'effet est vrai. L'effet est vrai. Oui. Tu vois que récemment, dans le RER à Paris, RRC, il y avait une femme qui a aidé cette Brésilienne. Voilà, mais dans cette trame, on dit, incroyable cette femme, etc. Mais dans cette voie, c'était, si tu regardes la vidéo, c'est quand même un peu en plein jour. Enfin, je sais plus quelle heure il est, mais il n'est pas non plus, on est en plein jour. Pas à 2h du matin. Tu vois. Et tu te dis là aussi, elle crie, elle se débat, et il y a personne. T'as une personne qui intervient, quoi. Et c'est ça un peu finalement, des fois, par réflexe, t'as envie de te mettre dans les endroits bondés, et tu te dis s'il m'arrive quelque chose. Ouais, mais au fait, parce qu'en fait, on est tous en train de se regarder, et c'est prouvé que si personne ne fait rien, personne ne fera rien. Personne ne fera rien. Il faut que quelqu'un initie. Oui, ça, t'as pas une première personne qui initie la chose. Ben non, personne et les autres ne réagissent pas. C'est ça, c'est ce qu'ils disent, la dilution de la responsabilité. Et après... c'est vrai dans d'autres contextes aussi. Hein, il y a toute la théorie du first follower dans le marketing et des choses comme ça. Donc, c'est pas juste dans une situation de violence ou de crime. C'est aussi cette idée de ne jamais vouloir se lancer. Être le premier. Voilà. Pas gêné, pas... T'as aussi un propos en réunion, dans une réunion, un propos qui peut être raciste, homophobe, enfin ce que tu veux, toute l'élégance du langage. Si t'en as 15 qui peuvent être choqués, mais il n'y en aura pas un qui va parler. Mais si personne ne dit rien, tu vois. Après, si tu commences à le dire, peut-être que t'as d'autres... Oui, c'est vrai, c'est pas terrible, tu vois. Donc c'est un peu aussi cet effet-là de... Do better, people. Ouais. Non, c'est juste, voilà, il faut se mouiller un petit peu parfois. Et franchement, regardez, tu as dû le voir, The Witness, super intéressant parce qu'en fait, c'est touchant. C'est vraiment l'histoire d'un frère qui a besoin de clôture, en fait. Et c'est super touchant, même s'il y a plein de choses qui sont... Voilà, et ça part un peu dans tous les sens. C'est pas factuel, c'est pas machin, mais c'est touchant. Moi, je connaissais pas l'histoire parce que je suis pas une vraie fan de True Crime, désolée. Et j'ai trouvé ça assez glauque, mais très intéressant. Voilà. Faut le dire. Pretty Genovese. Merci, Charlotte. Avec mon petit plan. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du vin, alors? Adoré. Alors, je peux pas le noter parce que... Il y a que moi qui ai bu. Eh ben, oui. Ben, il y a que le verre est devant toi en même temps. Voilà. Il y en a qu'un. Il a tourné parce que c'était le verre de l'amitié, mais voilà. Non, très, très bon. Franchement, et c'est pour ça que je voulais savoir à quel point ça allait être différent. Mais non, super bon. En tout cas, c'est ça qui est magique. Tu sais pas. Et oui, en fait, je peux pas savoir. Non, on verra. C'est la magie. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci infiniment, Sarah et les Aubrières. Merci. Donc, si vous voulez aller sur le site des Aubrières, peut-être si vous voulez aller visiter pour leur commander quelques petites bouteilles. Follow us on Instagram. Instagram et sur... Donc, c'est les Aubrières. Les Aubrières. Et le site, c'est pareil, c'est les Aubrières. Voilà, donc très simple, hein, je veux dire, on vous complique pas la vie ici. Non. Voilà. À Sourceux. Oui. À Sourceux. Je savais plus ce que j'allais dire. Calme-toi, Sarah.
See you next week. Maybe. No, Motherfuckers. we will. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.